élargissons la problématique. Donc, nous étions sur les écoliers jusqu'en terminale. Nous passons au-delà de l'école. Quelle piste peut-on avoir pour essayer d'insuffler cette citoyenneté européenne? On va à des jumelages jusqu'aux médias. Et jumelage avec vous, monsieur. Jean-Jacques Morvan, les médias avec Pascal Verdeau, et jumelage également avec vous, monsieur. Nous sommes sur les deux rives, voilà, et les maisons de l'Europe avec monsieur Bourquin. Vous nous entendez? Oui, oui. Enfin, Très bien. je vous entends assez mal. Ah ben, et là, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux, c'est Bon. mieux. Il préside la Fédération française des maisons de l'Europe. Et nous avons peut-être un... Non, c'est quelqu'un qui est parti. On va commencer tout de suite. Peut-être on va passer du local jusqu'aux médias. On terminera par toi, Pascal. Parce qu'après, si on commence par parler des médias, plus rien n'existe derrière, puisque on est le bouc émissaire systématique. Donc on va terminer avec ça. Donc non, on va commencer par Jean-Jacques Morvan. Vous présidez le comité de jumelage Guy Pavas-Barsbüttel, et il y a aussi une ville britannique qui participe à votre jumelage, confirmé? Nous avons la particularité effectivement d'avoir un jumelage triangulaire franco-britannique avec Callington, qui est en Cornouailles anglaise, et avec Barsbüttel, qui est une ville du nord de l'Allemagne, près de Hambourg. Donc ce sont des jumelages qui sont relativement récents dans l'histoire des jumelages, puisqu'avec Callington c'est en 1982, Ouais. et avec Barsbüttel c'est en 1986, donc à peine 40 ans pour la Grande-Bretagne et 36 ans pour l'Allemagne. Oui, alors j'ai mis mon chronomètre, 5 minutes. Alors, les jumelages, aujourd'hui, quand on en parle autour de soi, tout le monde dit non, mais ça existe encore, à quoi ça sert maintenant avec Erasmus? Est-ce que c'est pas, je vais y aller un peu fort, totalement ringard? Et qu'est-ce que vous répondez à ces critiques que vous devez entendre, vous aussi? C'est une bonne question. Merci. Voilà. Non, c'est vrai que le concept de jumelage, ça peut être vécu. Enfin, moi, j'ai connu les jumelages quand j'étais jeune, enfin, sur Brest notamment, où je m'étais occupé du jumelage avec Bresqu'île, donc j'avais ça un petit peu dans le sang. Je dirais que j'étais aussi très sensible aux questions européennes et aux questions de langue, et peut-être parce que dans ma famille, en fait, mon père, mes parents parlaient breton. Ils ne parlaient pas ni anglais, ni allemand, ni quoi que ce soit. Et Ni cette français? ouverture-là m'a permis, en fait, d'être ouvert avec l'oreille. Et l'anglais, j'ai aucune difficulté, l'allemand non plus. Et je pense que quand on commence aujourd'hui en primaire, c'est une bonne chose. Voilà, donc c'est une petite parenthèse. Au niveau des jumelages, on se pose des questions effectivement, parce que il y a plus de cheveux gris que de couleurs différentes. Et on réfléchit à ces questions-là, notamment avec la FAFA, qui est la fédération des jumelages franco-allemands, notamment qui sont très actifs sur la Bretagne. Et dans le Nord Finistère, on a aussi une entente des différents comités de jumelage pour réfléchir à l'avenir, à proposer des activités en touchant notamment les jeunes, parce qu'on pense que c'est aussi par la jeunesse qu'on va se renouveler. C'est peut-être par les grands-parents qui gardent les enfants, les petits-enfants, qu'on peut aussi sensibiliser, faire partir, faire voyager. Mais en dehors du voyage, il y a sûrement plein de choses à inventer au niveau local, sans se déplacer. Les nouvelles technologies permettent beaucoup de choses. Des matériaux, ça existe aussi. On sait qu'avec l'OFAGE, il y a plein de choses qui sont possibles, avec différents partenaires. Donc, on est ouvert à la modernité. Et qu'est-ce que vous faites de concret, justement? Alors, qu'est-ce que vous organisez de concret? Alors, pour l'instant, on est plutôt sur la phase réflexion dans les différents comités. Certains sont plus avancés. Je pense à Plouguerneau, là, qui est venu en force aujourd'hui, qui a plus de moyens. Sur Guy Pavas, on est un petit comité. Enfin, au niveau de l'Allemagne, on touche moins de monde que la Cornouaille britannique, parce que historiquement, c'est plus facile de partir en ferry, traverser de Roscoff, ça nous prend une nuit, et c'est pas cher. Donc, enfin, vous avez un aéroport, hein. C'est à plus de 200 km, vous avez le droit de prendre l'avion. Oui, mais enfin l'avion, c'est bien plus onéreux. Aujourd'hui, on fait un aller-retour sur la Cornouaille à 100 € avec une cabine. Donc c'est quasiment rien. Ce qui nous met une barrière aujourd'hui, puisque la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne, c'est le passeport, qui coûte quasiment aussi cher
Donc pour envoyer des jeunes, ça va être compliqué. Mhm. Ça coûte aussi cher que le voyage. Mais ça peut resservir. Ça peut servir, c'est valable 5 ans pour un jeune ou 10 ans pour un adulte, mais beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à payer une telle somme pour un voyage de courte durée. Et vous n'êtes pas aidé financièrement il n'y a pas des aides financières justement pour aider au déplacement, à la mobilité? Sur cet aspect-là, non, pas du tout. Rien n'existe. D'où l'intérêt de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passeport. Oui, une ça carte prouve d'identité bien suffit. ce que le Brexit a apporté, et c'est ce qu'ils souhaitaient. Nos correspondants anglais, au niveau jumelage, sont très remontés contre ce Brexit, parce que eux, ce sont des Européens convaincus de longue date et ne comprennent pas, et ils sont fous furieux après ces barrières qui ont été mises en place, alors que ça fonctionnait bien depuis l'entrée dans l'Union européenne. Et vous Donc n'avez c'est pas une l'intention. véritable régression, quoi. Ouais. Et vous n'avez pas l'intention de finalement les abandonner, après tout, puisqu'ils nous ont abandonnés, et de choisir un autre pays, la Pologne, la Roumanie, l'Italie. Alors, on ne va pas les laisser tomber, parce qu'ils sont très attachés à la Bretagne, à nous aussi, à la France, donc ça va toujours fonctionner. On fonctionne aussi avec Bursbüttel, puisque les 3 jumelages, les trois communes sont jumelées entre elles, ce qui est assez rare actuellement. Mais aujourd'hui, on a plus de difficultés, je dirais, avec l'Allemagne, qui se recentre beaucoup sur les questions des pays de l'Est, parce qu'ils sont jumelés avec une ville de l'Estonie également. Et puis, ils sont beaucoup sur le front de l'Ukraine. L'accueil des Ukrainiens, c'est leur priorité, ce qu'on reçoit un peu moins ici, dans notre Far West, entre guillemets. Et donc votre principal problème, c'est pas la ringardise, voilà, les Anglais se détachent de nous, c'est les Allemands ont d'autres chats à fouetter, c'est plus ça, quoi. Oui, mais le fait aussi qu'on ne touche pas beaucoup les jeunes. Donc la jeunesse, c'est l'avenir, et il va falloir qu'on invente de nouveaux concepts. Merci. Je vais poser la même question peut-être à Erwin Hunt. Vous êtes aussi référent du Fonds citoyen, qui en fait a été créé au moment, je crois, du traité de Aix-la-Chapelle, et qui sert à financer justement les jumelages, entre autres. Je vais prendre le micro. Ok. Ja, guten Tag, bonjour et Degemermat. Et bon, je suis très content et je remercie Emmanuel pour l'invitation à participer à ce colloque. Très important et cette initiative doit être répétée. Après avoir écouté la table ronde numéro 1, j'ai décidé de changer tout mon concept. Ah ouais, d'accord. Mais vous êtes totalement libre, vous n'avez que 5 minutes. Je reste. Oui, je sais justement, il faut faire le choix, mais on aura peut-être l'occasion de discuter après. Bon, je représente aussi un jumelage, mais d'abord, je souhaite la bienvenue aussi aux amis de Plouguerneau, nos partenaires qui sont présents aujourd'hui, municipalité aussi, et je suis très content. Les distances entre 2 villes jumelées ne jouent aucun rôle. La Bretagne a beaucoup de jumelages avec la Bavière, c'est encore plus loin, et le Bade-Württemberg. Et mes chiffres, et comme je suis référent régional du Fonds citoyen, je m'occupe donc de la Bavière, de Bade-Württemberg, et j'ai l'honneur aussi de la Bretagne, puisque c'est, comment je me dis, mon concept, je voulais oublier, mais parfois je dois regarder dedans, comme c'est pas ma langue maternelle. Il y a environ 250 jumelages en Bretagne. On savait 15% des jumelages franco-allemands. La Bavière, 25%. Et Bade-Württemberg et la Bavière, oui. En tout cas, mes régions, ça fait 36% des jumelages franco-allemands, qui sont en somme 2200. Et les jumelages, c'est l'Europe d'en bas. Et c'est vraiment le fondement. Et tout le problème qu'on a discuté tout à l'heure, qu'on va discuter encore, on va revenir au jumelage. Il y a encore des possibilités extraordinaires pour l'Europe, mais d'abord aussi pour les relations franco-allemandes. Et je pense que c'est
un géant dormant, on peut dire ça. Et pour la langue, par exemple, c'est très important. Et surtout la formation extrascolaire. Là, les rencontres de jeunes, on a entendu un échange scolaire. Par exemple, nos comités font des stages linguistiques grâce à l'OFAGE. Et l'OFAGE, c'est vraiment l'institution de 0 à 30 ans. Des jeunes qui sont formés aussi pour l'Europe. Mais d'abord, les relations franco-allemandes, mais ouvertes pour les rencontres nationales. Pardon. Et c'est vraiment fondamental pour l'Europe. Et je pense beaucoup plus de jumelages devront faire des échanges extrascolaires. Et j'étais très content de rencontrer en ligne Florian Staud. Malheureusement, on n'a pas eu le temps non plus de proposer ou de présenter tous les programmes de l'OFAGE. Notre jumelage a fait participer plus de 5000 jeunes subventionnés depuis l'existence de ce jumelage. Et c'est un chiffre, peut-être pas très important dans 50 ans, mais c'est quand même une base importante. Tous ces jeunes, ils sont plus européens que s'ils n'avaient pas participé à des échanges. Des contacts qui se créent. Après, ça va dans les familles, et il y a plus de chances que ces gens vont voter pour les élections européennes, qu'ils vont choisir peut-être la langue française ou allemand à l'école. Mais il y a vraiment des possibilités énormes qui sont dans les jumelages. Et maintenant, je fais une liaison au Fonds citoyen franco-allemand. Donc, traité de l'Élysée, en fait, ça, avec raison, mais ça ne suffit pas de fêter, il faut aussi agir. Et en 1963, la décision dans le traité franco-allemand, la plus importante, il n'y avait pas beaucoup de décisions, surtout c'était réconciliation, très important, mais de fonder l'OFAGE. C'était une décision très très importante, et presque 10 millions de jeunes se sont rencontrés grâce à ça. Et les programmes de l'OFAGE, je conseille à tous les comités de jumelage, regardez le site, comme ça je ne dois pas parler de tout. Le site de l'OFAGE, il y a des programmes, surtout extrascolaires, incroyables, des propositions pour les jeunes. Maintenant, le traité de Aix-la-Chapelle, il y a 3 ans, qui est arrivé beaucoup trop tard, mais non, pas trop tard, mais tard. C'est jamais trop tard. Le traité d'Aix-la-Chapelle, on a décidé aussi une chose importante, à partir de 30 ans. Donc, enfin, les adultes, les jumelages vont être subventionnés, et beaucoup de jumelages vont. Maintenant, je vois encore beaucoup plus de relations franco-allemandes dans tous les jumelages que je contacte par ça. Aussi en Bretagne, en Bavière, en Baden-Württemberg. Et beaucoup n'utilisent pas encore ce moyen financier. Et bon, je fais un appel à tout le monde qui travaille dans les jumelages d'utiliser ces moyens qui ont été décidés par nos 2 gouvernements. Il faut utiliser ce fonds pour que nos gouvernements augmentent le budget. Et il y aura des succès énormes dans l'avenir. On reviendra sur tout ça. Alors, justement, je crois que Benjamin, vous êtes... Est-ce que vous m'entendez, Benjamin Kirk? Oui, je vous entends. Parfait. Donc, c'est vous qui aujourd'hui êtes responsable du Fonds citoyen franco-allemand. Alors, peut-être en 2 mots, expliquer de quoi il s'agit. Et puis, quelle est votre politique pour précisément accroître ce sentiment de citoyenneté européenne chez les Français et chez les Allemands? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Désolé de ne pas être là. Je crois qu'on a déjà assez parlé de mon absence, des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'ont pas pu venir. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Très bien. C'est parfait. Donc oui, Erwin Hunt a déjà introduit la création du Fonds citoyen avec le traité d'Aix-la-Chapelle. Donc on quitte un peu avec le Fonds citoyen, on quitte le paradigme de la réconciliation franco-allemande pour arriver sur, on va dire, la construction d'une société civile européenne par le franco-allemand. Je crois que c'est un peu ça l'ambition du Fonds citoyen.
qui a été créé vraiment dans l'objectif de rapprocher les sociétés civiles et soutenir les jumelages. Ça, c'est écrit dans l'article 12 du traité d'Aix-la-Chapelle. Comme son nom l'indique, c'est un fonds. C'est-à-dire que essentiellement, nous sommes là pour soutenir des projets financièrement, des projets de la société civile qui répondent à, on va dire, deux conditions. D'une part, qu'ils soient franco-allemands, hein, c'est le nom du fonds, Fonds citoyen franco-allemand, et qu'ils soient aussi citoyens. C'est vraiment les deux conditions qui sont réunies pour qu'on puisse pouvoir soutenir un projet. On a démarré le 16 avril 2020, le Fonds citoyen a été en tout cas lancé le 16 avril 2020. Au départ, nous avions un budget total annuel de 2,4 millions d'euros. Et pour être exact, il y a 5 mois, nous avons obtenu un doublement du budget, même plus d'un doublement, puisqu'on est passé de 2,4 millions à 5 millions d'euros de budget, ce qui est assez énorme, on va dire, pour d'une part une institution, d'autre part, on va dire dans le contexte actuel, qu'un dispositif soit pourvu d'un tel budget, alors qu'on est quand même dans une situation politique économique qui n'est pas favorable. Alors, la raison pour laquelle on a eu ce doublement, c'est assez simple. C'est parce que le Fonds citoyen a connu un énorme succès. Un énorme succès depuis sa création, quand bien même c'était pendant la pandémie, pendant la première vague, hein, le 16 avril 2020, je le rappelle. Les 9 premiers mois d'activité du 16 avril à fin décembre 2020, on a soutenu une centaine de projets. L'année suivante, on a soutenu 350 projets. Et cette année, malgré, on va dire, le doublement budgétaire très tardif, hein, puisqu'on a obtenu la confirmation fin juin, début juillet, on a soutenu cette année 667 projets. On a écoulé notre budget destiné au soutien des projets. Ça représente 4 millions d'euros, vraiment 4 millions d'euros de subventions qu'on a distribuées cette année. Et nous, ce qu'on finance, ce sont aussi des projets avec des petits projets. Donc on a des subventions qui vont de, grosso modo, aller 100 euros à plus de 50 000 euros. Mais 70% des projets qu'on a soutenus cette année, c'est des projets à moins de 5 000 euros. Quel type de projet, par exemple? Quel type de projet? Alors, on a des projets qui émanent des jumelages, qui sont destinés aussi à la rencontre entre des jumelages. Alors, on demande toujours que ces jumelages aussi se réinventent ou proposent quelque chose qui va au-delà de la simple rencontre et du simple échange. On veut vraiment avoir aussi une valeur ajoutée dans ces rencontres. Alors, il ne s'agit pas simplement d'un déplacement en bus et de participer à une fête annuelle, mais il faut qu'il y ait aussi un peu plus dedans. Ça peut être des projets autour de l'écologie, autour de questions culturelles, toujours aussi en lien avec cette dimension citoyenne. Ça peut être des projets, on a eu des projets autour de la démocratie, autour de la citoyenneté. Alors ce projet par exemple, cette conférence aujourd'hui, ce colloque, on le finance, donc c'est un exemple de projet. Ça peut être des choses théoriques ou beaucoup plus pratiques. À la différence de l'OFAGE, nous on donne une subvention globale. Et ce ne sont pas des forfaits sur le nombre de personnes, le taux de voyage, le taux de nuitée. C'est vraiment un forfait qui permet d'avoir aussi une certaine créativité, une certaine flexibilité. Et je pense que, on va dire, la grande innovation de notre dispositif, du Fonds citoyen franco-allemand, c'est qu'on essaye d'être vraiment accessible et flexible. La demande de subvention, elle est très simple. Elle se déroule sur Internet. Elle ne prend pas beaucoup de temps. Alors, il y a quand même aussi des obligations administratives, c'est normal, hein, c'est de l'argent public, mais les retours qu'on a, on va dire 95% des retours, c'est vraiment, on souligne la facilité de la subvention, ce qui permet aussi, on va dire, de faciliter le travail des bénévoles et des personnes qui sont engagées, parce que lorsqu'on fait un projet, généralement, on est étouffé par, d'une part, le manque de financement, mais parfois avec des financements structurels, c'est tellement compliqué de les avoir, il y a un tel risque que c'est pas évident. Et c'est là vraiment on intervient et on voit un réel engouement. Je vous l'ai dit, le doublement du budget, des projets
des demandes qui augmentent. On fait des appels à projets. L'an prochain, en janvier, on a un appel à projet autour de la journée franco-allemande pendant une semaine. On a reçu plus de 150 demandes juste pour ce laps de temps d'une semaine. Enfin, c'est assez incroyable et c'est des choses très concrètes. C'est-à-dire que nous, on voit par les projets qui sont déposés ce qui se passe au niveau local, territorial. On ne soutient pas que des projets qui ont lieu dans des grandes villes, mais j'ai un exemple, c'est que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même une région rurale, c'est une des régions où on a soutenu le plus de projets. Donc voilà, et ça peut être aussi des projets sur l'inclusion, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu un projet aussi de rencontres entre des personnes handicapées, entre des structures qui mettent en place une rencontre, et ça a été incroyable. Moi, je n'ai pas pu être là, j'étais en déplacement, mais des personnes qui ont assisté nous ont donné des retours dithyrambiques. Enfin voilà, c'est vraiment la dimension, on va dire, citoyenne. Comment on fait du franco-allemand autrement que seulement par l'apprentissage de la langue, et comment, en fait, quel est le futur un peu politique de cette coopération, dans la mesure où il faut aussi emmener les citoyennes et les citoyens, il faut créer aussi un processus d'adhésion en apprenant à se connaître, en apprenant à connaître la culture de l'autre, en créant des liens. C'est vraiment l'objectif du Fonds citoyen franco-allemand. Merci beaucoup. On reviendra évidemment sur ce fonds via des questions. Frédéric Bourquin, vous présidez la Fédération des Maisons de l'Europe. Est-ce que vous me confirmez le chiffre? Il y en aurait 37 en France? Oui, il y en a 37 et on a des candidatures qui viennent même d'outre-mer, vous voyez. Donc la notion d'Europe dépasse le continent. Enfin, Oui. ce sont des candidatures pour le moment. Alors, ces 37 maisons de l'Europe sont extrêmement diverses. Il y a des grosses et petites, il y en a qui ont été créées dans les années 50, 54 pour la première, 2019 pour la dernière. Il y a des maisons de l'Europe avec des salariés, d'autres sans salariés. Il y en a certaines qui ont le label Europe Direct, c'est-à-dire un label qui est accordé par la Commission européenne. Et à ce moment-là, on a un rôle d'information officielle sur l'Union européenne. D'autres n'ont pas ce label parce qu'il y a un cahier des charges extrêmement complexe. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très divers. On en a au moins une par région, sauf la Corse pour le moment. On a eu une maison de l'Europe à Ajaccio, mais elle n'a pas duré malheureusement. Donc la fédération a un rôle d'animation de ces maisons de l'Europe, de leur proposer des projets communs et de les représenter auprès des pouvoirs publics, ministère des Affaires européennes, instances européennes, etc. Et puis de faire en sorte que tout le monde ait accès à des formations, parce que ce soit des salariés ou des bénévoles, il faut toujours remettre à jour sa formation. Et parmi les intervenants, Benjamin notamment était avec nous à Nîmes, lors de notre dernière rencontre fédérale, et les rencontres fédérales, c'est un des moments de formation où on fait intervenir des intervenants de très bon niveau qui nous complètent nos connaissances dans ce domaine-là. Voilà pour les... Alors les maisons de l'Europe, que font-elles? Elles ne sont pas très visibles, souvent. Des activités extrêmement diverses. Souvent, elles ne sont pas très visibles. Souvent, elles ne sont pas très visibles, justement. Pas très visibles? Oui. Ah, ça dépend des régions. C'est très variable. Hein, c'est très variable. Puis ça dépend aussi du relais que peuvent donner les médias. Ça, on a un problème avec les médias. Quand il s'agit de parler d'Europe, c'est pas vous. On va en parler juste après. Voilà. C'est souvent assez difficile. Alors, que faisons-nous? Alors, on est présent sur les jumelages, mais plus pour les accompagner, pour leur indiquer les sources de financement, mais ils se débrouillent souvent très bien tout seuls. On est très présent sur la mobilité. Et ça, c'est un point fondamental. Alors, Erasmus+, c'est quelque chose qui, par exemple, dans les universités, n'a pas besoin de nous. Ils sont très bien organisés. Mais par contre, il ne faut pas oublier que dans le programme Erasmus+, c'est ouvert également aux apprentis. C'est ouvert aux jeunes qui ont des opportunités moins grandes. On travaille, par exemple, beaucoup avec les missions locales pour envoyer des jeunes à l'autre bout de l'Europe. Et je peux vous assurer que là, quand on les envoie pour plusieurs mois, des jeunes qui sont quelquefois inscrits à Pôle emploi ou à la mission locale depuis longtemps, vous les transformez. D'abord, premièrement, parce qu'ils quittent leur environnement habituel.
ils coupent le cordon ombilical avec papa, maman. Et puis, ils ont une occasion extraordinaire de faire de l'immersion linguistique. Je vous entendais tout à l'heure parler des problèmes d'enseignement des langues, mais on sait que l'immersion dans un pays, c'est le meilleur moyen pour apprendre, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on communique dans la langue du pays. Donc ça, c'est excellent. Et je trouve que la mobilité, c'est ce qui va former la future génération de citoyens européens. Parce que quand ils rentrent, ils ne peuvent plus être anti-européens, enfin, dans leur très très grande majorité. Ils ont vu que les autres Européens, ben, c'était des jeunes comme eux, qui avaient les mêmes problèmes, que ces pays sur lesquels il y avait quelquefois des clichés, il y avait des a priori, eh bien, ça tombait très rapidement, parce que quand vous rentrez, ben, vous apercevez que ce qu'on raconte sur les Grecs, ce qu'on raconte sur les Polonais, ben, c'est pas forcément vrai de très loin. Donc la mobilité est un aspect très important de notre activité, mais il n'y a pas que ça. On fait de la formation, puisque c'est notre vocation, c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire. Alors, la définition de l'éducation populaire, elle est très fluctuante selon les intervenants. Hein. Si vous cherchez sur Wikipédia, vous trouverez plusieurs définitions. Mais ce qu'on peut dire de l'éducation populaire, c'est apprendre après l'école et en dehors de l'école, c'est-à-dire tout au long de sa vie d'adulte, et puis par des structures qui sont informelles. Et là, on est aussi présent, puisque on fait des conférences, bien sûr, on fait des animations, on a même certaines maisons de l'Europe qui ont des groupes de conversation en langues européennes. On fait même des formations pour les élus. Enfin, ça va très loin. On commence à l'école primaire. C'est-à-dire que, évidemment, quand on intervient dans une école primaire, on ne va pas leur expliquer ce que c'est que le Conseil européen, hein, ni le Coreper. Mais on fait des animations, par exemple, sur le thème de Noël en Europe. Comment se fête Noël en Pologne, comment se fête Noël en Suède, etc. Sans, évidemment, y mettre la dimension religieuse, parce que chacun est libre d'avoir ses convictions. Mais ça permet à de très jeunes enfants de se rendre compte de l'altérité, d'avoir de l'altérité. C'est-à-dire de voir qu'il existe des enfants ailleurs en Europe qui ont des langues différentes et des traditions différentes. Alors ces ateliers sur Noël en Europe, on les fait animés par des volontaires européens, c'est-à-dire des jeunes qui viennent d'autres pays d'Europe et qui leur font des gâteaux, tels qu'on les fait, je ne sais pas moi, en Roumanie ou en Bulgarie, qui leur donnent 2-3 petits éléments sur leur langue, sur la façon comment ça se passe dans leur pays. Vous voyez, c'est déjà un premier exemple d'initiation à l'Europe. Mais alors, l'Europe, évidemment... Ça, c'est normalement ce qui devrait être fait en classe. Voilà. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Ça ne devrait pas être le rôle des maisons de l'Europe de faire ça. Mais on va y revenir. Je vous reposerai la question après, parce que, comme vous le savez, c'est 5 minutes de préambule. Et on a atteint les 5 minutes, si on veut après avoir un peu de temps avec le débat. Peut-être un dernier mot au-delà de l'arbre de Noël, sur peut-être après l'école. Il y a beaucoup de conférences aussi dans les maisons de l'Europe. Il y a beaucoup de conférences. Mais les conférences, c'est toujours la même chose. Si on veut regarder les choses franchement, ne viennent aux conférences en général que les gens qui sont intéressés et convertis. Et la conférence ne permet pas forcément de toucher des publics qui n'ont jamais entendu parler de l'Europe. Donc quelquefois, il faut qu'on aille dans les quartiers, comme on dit, parler en s'associant avec des associations qui s'occupent justement de ces populations, pour aller expliquer que, par exemple, on peut habiter dans le quartier de Pisevin à Nîmes, c'est un quartier assez défavorisé, mais on a le droit de voter aux élections européennes. Et que voter aux élections européennes, c'est quelque chose qui peut apporter aux citoyens, que l'Europe, c'est pas seulement quelque chose de lointain et de fumeux. Donc c'est souvent en se déplaçant et en allant par l'intermédiaire d'associations d'insertion qu'on touche des publics qui n'ont jamais ou peu entendu parler d'Europe. La conférence traditionnelle, on se désespère, on voit toujours à peu près les mêmes. D'accord. On reviendra sur les maisons de l'Europe après. Je termine par les médias, qui sont toujours accusés de ne pas
faire assez d'Europe. Il y a eu un progrès depuis quelques années, notamment dans tout ce qui était presse écrite. Le progrès n'est pas flagrant dans l'audiovisuel, c'est un euphémisme. Pascal, bon, tu as été correspondant de France Télévisions à Bruxelles depuis quoi? 20 ans 25 ans. 25 ans. Donc je fais partie du canal historique, comme on dirait en Corse, des correspondants européens. 25 ans d'immersion dans la bulle européenne. Et tu es toujours vivant, c'est-à-dire que quand tu rentres, tu n'as pas été crucifié par tous les Européens qui disent que, notamment France Télévisions, ne fait pas assez d'Europe. France Télévisions a commencé à bouger un petit peu, notamment à travers France Info, qui pour la première fois cette année a retransmis l'intégralité du discours de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qu'on appelle le discours sur l'état de l'Union, vous savez, qui est un discours à la fois bilan et un discours programme, où elle lance des nouvelles politiques européennes, et notamment vis-à-vis des jeunes. Donc ça bouge de ce côté-là. Cela dit, sur le plan du bureau européen où je me trouvais, nous étions 2 correspondants à Bruxelles. Et avec mon départ il y a quelques jours, mon poste est supprimé. On n'est pas tout à fait dans le sens de l'histoire. Arte, par exemple, avait 1 correspondant, a désormais 2 correspondants. Le journal Le Monde avait 2 correspondants permanents à Bruxelles, passe à 3. Donc là, effectivement, il y a une petite régression, en tout cas sur le plan de l'éditorial. Alors, pour vous donner quand même le contexte général, Bruxelles, c'est peut-être l'endroit où se trouve le corps journalistique le plus important au monde, avec les Nations Unies. On doit être entre 1100 et 1200 journalistes, techniciens, des radios, des télévisions, à demeure à Bruxelles. Et donc le rôle de ces envoyés permanents, comme on dit, c'est bien évidemment de couvrir l'actualité des 3 institutions européennes, mais aussi l'actualité politique qui se passe dans l'ensemble des 27 capitales européennes. Alors c'est à la fois une presse généraliste, comme France Télévisions, Radio France, etc., Le Figaro, les journaux allemands, les journaux italiens, la Stampa, et c'est aussi une presse très spécialisée sur les questions financières, les questions agricoles, les questions de droit de la concurrence. Voilà, donc cette presse, on parlait tout à l'heure de l'Eurobaromètre en disant que finalement la Commission européenne jargonne un peu. C'est en tout cas la perception des citoyens européens. On a l'impression que la Commission européenne s'adresse à ce que j'appelle les happy few, ceux qui savent déjà. C'est vrai en partie, la Commission européenne parle beaucoup à la Commission européenne et à d'autres fonctionnaires européens, mais elle a créé, depuis le début du marché commun, elle a inventé une recette, un truc assez formidable, qui est un point de presse quotidien pour les journalistes, qui s'appelle le briefing quotidien. C'est un peu notre grand-messe à nous, tous les jours à midi. On vient interpeller, écouter les porte-paroles de la Commission européenne, voire les commissaires européens, qui, lorsqu'ils descendent en salle de presse, descendent un peu dans la fosse au lion, hein, parce que sur certains sujets, et je pense à mes confrères anglo-saxons, qui sont souvent les plus mordants, on ne les lâche pas. Et alors, au fil des années, j'ai vu la transformation de cette salle de presse. Vous savez, on dit souvent, et c'est vrai que l'Europe, finalement, progresse dans les crises. C'est largement vrai. Dans ces crises européennes, j'ai vu la lente émergence d'un espace public européen. Je peux vous donner 2 exemples qui m'ont vraiment frappé dans mon expérience de correspondant là-bas. Le premier, c'est dans les années 2000, l'extrême droite autrichienne, pour la première fois, rentre dans un gouvernement, elle rentre au sein du gouvernement autrichien. Elle n'a pas le poste central, ce n'est pas le poste de chef de gouvernement, ce n'est pas le poste de chancelier autrichien, mais c'est un petit parti populiste qui existe toujours
contre Bruxelles, contre l'Europe fédérale, contre la bureaucratie, des choses qu'on a entendues après dans le Brexit, dirigé par un homme politique qui s'appelle Haider. Il rentre dans le gouvernement, il a des ministres, et c'est un véritable choc auprès des dirigeants européens. On décide de mettre tout d'un coup l'Autriche sous surveillance. Il y a même un ministre belge, Louis Michel, qui est le père du président actuel du Conseil européen, Charles Michel, qui déclare « Je n'irai plus jamais faire du ski en Autriche ». Et à ce moment-là, je vois pour la première fois dans cet espace public européen une question qui est la même question partagée par tous les journalistes accrédités, qu'ils soient portugais, qu'ils soient allemands, qu'ils soient suédois. Et cette question est finalement la suivante: est-ce que cette extrême droite va venir déstabiliser le projet européen de l'intérieur? Et pour la première fois, il y a une prise de conscience des journalistes européens qui est de dire « nous appartenons à un même espace, nous partageons les mêmes valeurs politiques, l'état de droit, la liberté de la presse, la liberté des syndicats, etc., etc., l'indépendance de la justice ». C'est la première fois. Ton deuxième exemple? Mon deuxième exemple, alors sinon, très rapidement, cette fois-ci, vous en souvenez, 2010, on a appelé ça la crise des dettes souveraines. Dans l'esprit de l'opinion, c'est le long feuilleton grec. La Grèce s'est qualifiée, elle a un peu triché sur les comptes pour se qualifier avec l'aide d'une grande banque américaine qu'on appelle Goldman Sachs. Et la zone euro est en train de turbuler, si j'ose dire. Cette crise des dettes s'étend à d'autres pays européens, avec l'augmentation des taux d'intérêt. Le Portugal est menacé, l'Italie, troisième pays de la zone euro, est menacée. Et là, on est sur une question existentielle de survie. Et à ce moment-là aussi, tous les journalistes européens deviennent en quelque sorte des spécialistes de la crise grecque. On savait tout sur le cadastre grec, il n'y avait pas de cadastre avant. On savait tout des réformes grecques, de la réforme des retraites. Et on reprend conscience, cette fois-ci, non plus sur un événement politique, mais sur un événement qui aurait pu faire tomber l'ensemble de la zone euro. Et vous savez, on dit que c'est ce que disait le président de la Commission européenne, Juncker, l'Europe, c'est l'euro, ça a été notre ciment le plus solide. Tout d'un coup, on prend conscience que l'Europe est à la croisée des chemins et qu'elle est sur une crise existentielle qui peut faire tomber l'euro. Merci. Alors, on a fait un premier tour de table. Est-ce que vous avez déjà des questions avant éventuellement de faire un deuxième tour de table? Moi, Oui. oui, j'avais... Merci beaucoup. On m'entend? Sur France Inter, ça fait quelques jours, j'ai entendu, je crois que c'était sur l'extrême droite, M. Bardella, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui prenait l'Europe comme fanion pour se présenter. Et je dois dire que ça m'a terriblement inquiétée. Qu'est-ce que vous pourriez me répondre? C'est un député européen, hein? Pardon? C'est un député européen. C'est un député européen, oui. Et j'ai été troublée. Oui, alors, quand je vous parlais de l'Autriche tout à l'heure, le contexte a énormément changé. On n'imagine pas ce coup de Trafalgar dans ces années-là. Aujourd'hui, l'extrême droite et les forces populistes se sont banalisées en Europe. Vous avez vu l'arrivée, et cette fois-ci à la tête d'un gouvernement de Mme Meloni en Italie. Il y a eu un petit peu d'inquiétude, mais le contexte est complètement différent. Et il y a à la Commission européenne et chez les chefs d'État européens, puisque Mme Meloni siège au Conseil européen, dans les sommets européens, l'idée que lorsque l'on rentre dans le club européen, finalement, peu ou prou, on finit sous la pression des pairs, des autres, par adopter les règles du Conseil européen. Et Mme Meloni est très intelligente politiquement, plus que M. Bardella, puisque M. Bardella
fait partie d'un groupe très important au Parlement européen qui ne produisent rien. Ils ne produisent aucune avancée, je dirais, sur le plan législatif. Pour le moment, leur rôle est un rôle, comment dire, tribunicien. Ils s'opposent. Alors, effectivement, vous les verrez au Parlement européen, dans les interventions qu'ils vont faire, que ça soit devant les commissaires européens, s'opposer, dire qu'ils sont contre cette Europe fédérale, cette Europe des bureaucrates européens, mais ils ne font pas avancer les choses. D'abord parce qu'ils n'ont pas le pouvoir au Parlement européen. Au Parlement européen, il y a 3 grands groupes. La droite modérée, qu'on appelle le PPE, les socialistes, et puis maintenant ce nouveau groupe dans lequel font partie les macronistes, qu'on appelle Renew, Renaissance. Ces 3 grands groupes, à travers cette alchimie particulière qui est le compromis européen, eux, font progresser la législation européenne. Je rappelle qu'au Parlement européen, sur 90% des textes de loi et de règlements, il faut d'un côté la signature du Parlement européen, l'accord du Parlement européen et celui des ministres. Le Parlement européen est co-législateur. Donc, effectivement, M. Bardella, son pari secret, c'est de se baser sur les gouvernements en Europe qui peuvent partager une partie de ces opinions. On a un gouvernement, vous le savez, en Pologne, en Hongrie, notamment avec M. Orban, qui est le plus intelligent des populistes, qui lui a un vrai projet de déstabilisation du projet européen. Mais entre Bardella et M. Orban, il y a encore pas mal de marge politique. Alors vous voyez que c'est très difficile d'être dans les médias audiovisuels parce qu'une réponse à une question extrêmement courte amène forcément une réponse très longue et que à la radio c'est un peu compliqué de répondre de façon longue. Je ne sais pas si vous voulez les uns ou les autres répondre ou donner votre sentiment sur parce que c'est vrai que d'une certaine façon voilà, la presse est en permanence attaquée comme étant celle fautive du manque de je dirais d'informations sur l'Europe vis-à-vis des citoyens français. En Allemagne, ça n'est pas pareil parce qu'en Allemagne, je ne sais plus combien il y a de correspondants allemands à Bruxelles. Quand je suis arrivé à Bruxelles, j'étais le seul correspondant d'une télévision française. Je regardais nos amis allemands, ARD, ZDF, Deutsche Welle, ils étaient une vingtaine. L'immeuble de la télévision allemande, l'ARD, la grande chaîne allemande à Bruxelles, c'est un immeuble entier, juste à côté d'ailleurs de l'ambassade. France Télévisions, on est dans un immeuble qui regroupe 200 journalistes, italiens, turcs, etc. Et on a 2 bureaux, 2 correspondants. Voilà. Donc, c'est comme au football autrefois, on joue. Ça a changé maintenant, avec l'Euro. On ne joue pas tout à fait dans la même division. Est-ce qu'il y a le même débat en Allemagne sur la presse Justement, j'allais en parler, la présence de la presse dans les 2 pays, concernant l'Europe, les jumelages aussi. Et je constate, je critique beaucoup la presse allemande, chez nous, dans notre région Baden-Württemberg, dans le nord, Mannheim, Heidelberg. La presse fait de moins en moins donne de moins en moins d'informations pour la base. Je dis l'Europe d'en bas. Ce que vous faites comme travail extraordinaire à Bruxelles, ça n'arrive pas dans l'Europe en bas. Et je sais que le jumelage au niveau local, communal, a besoin aussi de la presse locale. Et nous, on constate, je parle, les amis d'ici de Plougastel sont là, il y a 2 journaux aussi, le Télégramme de West-France. Chez nous, je ne suis pas content. Et je suppose que les amis bretons, peut-être encore moins, de la présence des journalistes au niveau local. Et là, il y a la population qu'on doit
qu'il faut informer. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas les informations qu'il faut avoir pour être pour l'Europe et pour travailler pour l'Europe. Et il faut profiter par les jumelages encore, je reviens là-dessus. Et le Fonds citoyen propose tous les thèmes. Il faut faire des rencontres de thèmes et comme ça, la presse pourrait être plus intéressée à ça. Et autrement, on n'arrive pas. Il faut que l'Europe d'en bas soit plus informée et s'active. Alors, ça, c'est un véritable sujet. Nous, enfin, la télévision, c'est un mass média. Hein, donc, quand il y a plusieurs millions de personnes qui regardent le journal, c'est l'Europe d'en bas, hein, c'est la France d'en bas. Ici, Ouest France est quand même extrêmement impliqué sur l'Europe, fait beaucoup de choses. Je ne sais pas sur le Télégramme parce que je ne peux pas l'avoir là où je suis. Mais ce que je constate, moi, en tant que journaliste, c'est que si l'école ne fait pas son travail avant, dès qu'on parle d'Europe, il y a des concepts qui, s'ils ne sont pas connus, on est obligé de les expliquer. Et très souvent, on n'a pas le temps. Parce que si vous parlez de la commission, je ne sais plus qui avait parlé du Coreper, bon, etc., on a perdu les auditeurs, on a perdu les téléspectateurs. Si donc personne ne leur explique en amont, alors on devait avoir, mais son avion du Caire a eu du retard. Il y a Benjamin qui demande la main. Oui, je vais vous donner la parole dans 2 secondes. Excusez-moi parce que je vous tourne le dos, donc je ne voyais pas la main levée. Donc si l'école ne fait pas son travail, c'est comme en sciences. Si on n'explique pas ce que c'est que l'ADN, ou etc., nous, à la télévision, on a des difficultés pour en parler. Parce que les gens ne comprennent pas. Et réexpliquer systématiquement aux téléspectateurs qui changent systématiquement d'un soir à l'autre ce qu'est la Commission européenne, le trilogue, etc., c'est compliqué. Alors on le fait une fois tous les 5 ans au moment de l'élection du Parlement européen, et ça en général on fait plutôt de mieux en mieux notre travail. Mais sinon, si les enseignants ne font pas leur travail, nous derrière, on ne peut pas faire le nôtre. Benjamin, vous avez levé la main. Non, c'est Benjamin ou c'est Frédéric? Benjamin, Oui, allez-y. Merci. Alors, moi, je voulais juste ajouter 2 choses. Alors, d'une part, par rapport à votre réaction, et d'autre part, par rapport à la presse. Ce qui est intéressant à voir, nous, ce qu'on voit, c'est que, pour rejoindre ce qu'a dit aussi Avi, c'est que lorsqu'on a beaucoup plus, finalement, de retours dans la presse locale, lorsqu'un projet franco-allemand ou une rencontre a lieu en Allemagne, que dans la presse française. Pourquoi? Parce que c'est aussi lié au système politique. Souvent, lorsque quelque chose a lieu dans une localité, en Allemagne, il y a un journal, ou dans une région, il y a un journal qui finalement écrit une dépêche, c'est repris dans énormément de journaux locaux. C'est-à-dire que l'information est beaucoup mieux diffusée sur les choses qui se passent, notamment sur les rencontres franco-allemandes en Allemagne qu'en France. C'est-à-dire que le ratio entre le nombre d'articles qui sont écrits sur des rencontres organisées et soutenues par le Fonds citoyen, alors le Fonds citoyen il vient c'est une option, mais sur le projet, on a beaucoup plus en Allemagne qu'en France, de même que lorsqu'on envoie généralement une information aux parlementaires allemands, elle est bien mieux véhiculée, bien mieux diffusée par les parlementaires allemands dans leur circonscription qu'en France. Alors c'est ce qu'on a remarqué nous en tout cas, mais c'est vrai que c'est assez curieux à voir. Ça veut dire que finalement il y a peut-être aussi d'une part une plus grande appétence pour les sujets européens, internationaux, franco-allemands, même dans des journées locaux, ou simplement parce que il y a plus de journaux en Allemagne, je ne sais pas, ou alors le fonctionnement aussi peut-être fédéral se répercute aussi dans la façon dont la presse est organisée en Allemagne. Ça c'est la première chose que je voulais dire. La seconde chose, moi je veux réagir beaucoup sur le fait que le problème est à l'école. Alors oui, il y a énormément de problèmes à l'école, on apprend moins l'allemand, mais ça ne peut pas être une finalité. Puis, lorsqu'on voit aussi ce qui se passe, les évolutions qui sont en cours en Europe, dans les élections et même en France, la montée de l'extrême droite et du populisme, c'est les adultes qui votent. Alors certes, peut-être que c'est un travail qui n'a pas été fait en amont, mais je veux dire que si on va avoir un impact
sur la politique et sur les choses, les thèmes de nos sociétés actuellement et dans les 15 années qui viennent, il va pas falloir seulement parler de ce qu'il faut faire à l'école, mais c'est aussi, il faut s'adresser aux personnes comme vous et moi, ou plutôt même celles qui ne participent pas à ce genre de conférences, à ces électeurs. On peut voir aussi on va dire, sur les grands thèmes de société, sur l'écologie, ces choses comme ça. Généralement, les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés à ces choses. Peut-être même sur l'Europe, actuellement, j'en suis pas sûr, mais on va dire qu'on ne peut pas seulement reporter le problème à la génération future, même s'il y a des problèmes à l'école et même s'il y a énormément de choses à faire. Voilà. Oui, Frédéric. Merci. Frédéric, Ce que l'on constate aussi, lorsque, par exemple, il y a un équipement financé par l'Europe qui est inauguré, alors vous avez une manifestation, vous avez le préfet, vous avez le maire, quelquefois le président du conseil départemental, chacun dit ce qu'il a apporté au projet, à quel point il s'est battu pour qu'il aboutisse, mais il n'y a personne pour dire, eh ben voilà, l'Europe a apporté ça sur ce projet. Hein, il n'y a pas un représentant de la Commission européenne, il n'y a pas un représentant du Parlement pour dire ce projet, il y a eu quand même un financement européen pour une bonne partie. Et ça, c'est dommage parce que c'est par des réalisations concrètes qu'on peut faire aimer l'Europe. Effectivement, c'est pas par des choses abstraites, à partir du moment où on finance une route, un pont, etc. Mais malheureusement, cette occasion-là est manquée lors de l'inauguration. Personne ne représente l'Europe. Et de ce fait, la presse locale, quand elle parle de l'événement, elle parle effectivement du président du conseil départemental, du maire, etc., mais pas de l'Europe. Pascal, après Emmanuel, et après plein d'autres questions. Oui, non, mais je crois que l'enjeu essentiel, et Emmanuel l'a très bien dit tout à l'heure, c'est l'enjeu démocratique en Europe. Le problème de notre démocratie européenne, c'est qu'elle souffre cruellement. Alors, il y a ce fameux triangle institutionnel que vous avez évoqué. Elle souffre d'un déficit d'incarnation. Vous savez, il y a quelques années, il y avait ce mot célèbre d'Henry Kissinger qui disait « L'Europe, combien de téléphones faut-il composer ?» Et là, on nous a survendu à travers le traité de Lisbonne. On a créé, depuis Lisbonne, un président permanent du Conseil européen, celui qui organise les travaux des chefs d'État en disant « Bon, ben voilà, ça va mettre fin à ces présidences tournantes ». Il faut savoir que le président chinois, ou Poutine, à l'époque où il était encore fréquentable, Poutine, sur 20 ans, la présidence tournante, il en a vu tourner des premiers ministres. Alors, de temps en temps, c'était le premier ministre slovène qui, on peut le dire ici, c'est pas faire injure à la Slovénie, ne pesait pas le même poids que lorsqu'il s'agissait dans la présidence tournante du chancelier allemand ou du président français. Donc il y a ce déficit extrêmement important d'incarnation. En plus, à l'heure actuelle, le président du Conseil européen ne s'entend absolument pas avec la présidente de la Commission européenne. Vous vous souvenez tous de cet épisode en Turquie, où reçu par M. Erdogan, Madame Ursula von der Leyen n'a même pas un fauteuil pour s'asseoir. Et après, on va nous expliquer que c'était pas à elle d'être là-bas parce qu'elle n'avait pas à représenter. Alors, ça, je crois que c'est important. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est que cette Europe qui ne sait pas se vendre n'a pas de grands rites. Je suis toujours frappé de voir quand un président américain arrive, prend le pouvoir, il prête serment sur la Bible et il convoque sur un pays qui est très jeune 200 ans d'histoire américaine, Jefferson, etc. Nous aurions des rites aussi, mais ces rites-là, ça a été mon échec en télévision en 25 ans, il y en a un auquel je pense, quand une commission européenne est nommée, tous les commissaires européens vont prêter serment sur le drapeau européen devant la Cour de justice à Luxembourg. Et je peux vous dire que ce n'est pas une simple formalité. Alors bien évidemment, en 2 minutes, ils lisent un petit texte. Il y a une véritable émotion qui passe. Et ça, je n'ai jamais réussi à vendre ce sujet à ma rédaction à Paris en disant « ça ne nous intéresse pas ».
Et pourtant, ça permettrait quelque part de voir derrière l'émotion de ces commissaires européens, de le découvrir, de découvrir des visages, de découvrir leur engagement européen, leur implication européenne. Je crois que cette Europe, elle a besoin aussi de ce type de rite fondateur, je dirais. Emmanuel? Merci, je voudrais rebondir sur ce que disait à l'instant Pascal Verdeau et puis donner un exemple pour illustrer le propos de Frédéric Bourquin. Besoin de rite, oui, certainement nous en avons besoin pour concrétiser cette appartenance européenne, cette idée européenne. D'ailleurs, quand on parle de culture, et j'ai parlé de culture ce matin, de culture commune, il faut décomposer du point de vue anthropologique ce qu'est une culture. Et une culture est composée de plusieurs ingrédients. Alors parmi lesquels il y a l'histoire, il y a les artefacts, il y a les valeurs, etc. Les valeurs étant centrales. Et puis, dans une culture, il y a des fondateurs, il y a des personnalités qui sont des modèles, finalement. Et il y a aussi des mythes. Alors tout le monde connaît le mythe de la princesse Europa, vous savez, celle qui a été enlevée par le dieu des dieux, Zeus, pour aller fonder quelque chose, en tout cas sur des terres inconnues des Grecs d'alors, et des terres qui s'appelaient Europa. Et c'est ainsi que le continent a trouvé son nom. Donc nous avons un mythe, mais nous avons besoin de rites, c'est évident. Et il y en a un que l'on devrait avoir en jour férié commun pour tous les citoyens de l'Union européenne. C'est le 9 mai, le jour anniversaire de la déclaration de Robert Schuman. Alors je me bagarre depuis des années sur cette question. Le Parlement européen a pris il y a 2 ans une disposition allant dans ce sens, mais depuis c'est resté lettre morte. Alors voilà un rite qui est important et qui est de nature à fédérer l'ensemble des citoyens de notre Union européenne. Je voulais ensuite donner un exemple, Frédéric, parce que tu disais, alors Frédéric, on se connaît bien, il est président de la Fédération des Maisons d'Europe, je suis un des membres du conseil d'administration de cette fédération. Tu disais tout à l'heure que souvent on oublie l'Europe lorsqu'on a de grands projets. Ben, vous qui êtes ici proche du Ponant, je peux vous donner un exemple concret, frappant et désespérant. Vous connaissez tous le téléphérique, qui circule entre une rive de la Pinfeld et l'autre rive pour arriver au plateau des Capucins. Ce qu'il faut savoir, alors je règle un petit compte là, pardonnez-moi, mais de temps en temps, il faut aussi dire les choses. Le téléphérique a été financé pour 1/3 par l'Union européenne. Et le jour de l'inauguration, personne de l'Union européenne n'était invité. Il a fallu que la chef de la représentation de l'époque, à mon invitation, enfin on s'était mis d'accord, vienne quelques mois après pour utiliser le téléphérique et vérifier que le drapeau européen était bien sur le téléphérique. Donc voilà un exemple. Je crois que si on avait dit tout de suite que le téléphérique était financé par l'Union européenne, ça avait du sens pour les gens de cette région. Il y a beaucoup de choses qui sont financées par l'Union européenne. Pensez au port du Château, il a été financé également en partie par l'Union européenne. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi rappeler ça. On n'est plus à l'époque où on voyait ces grands panneaux, ici l'État investit pour votre avenir. Je crois qu'il est important de dire ici l'État, la région, le département et l'Union européenne investissent pour votre avenir. Madame, et ensuite Alphonse. Oui, un certain nombre de choses. Alors, je reviens d'abord sur le propos d'Erwin. Il est vrai qu'au niveau des comités de jumelage, en tout cas, nous avons énormément de mal à faire passer des informations dans la presse. Alors, d'abord, nous avons affaire à des correspondants locaux par des journalistes, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que, bon, même s'ils sont pleins de bonne volonté, généralement c'est coupé, il manque quelque chose. Alors, de remercier ou de parler du Fonds citoyen parce qu'il subventionne quelque chose, une fois sur 5, la phrase elle est tombée parce que ça n'intéresse pas le correspondant de marquer ça dans l'article, alors que nous on l'a prévu par exemple. Bon.
ne serait-ce que ça. On a effectivement énormément de mal à faire passer des choses dans la presse. Ça, c'est une première chose. Maintenant, sur la presse, sur l'école, M. Kurk a déjà dit plein de choses et je l'en remercie, quelque part. Je pense que tout c'est pareil au niveau de la responsabilité de la presse. Bon, c'est évident que la presse a une responsabilité dans plein de choses, mais par rapport à nos jeunes, je dirais que c'est pas ni à cause de vous ni à cause de nous. Ils prennent leurs informations sur les réseaux sociaux. Ils y croient beaucoup plus qu'à tout ce que vous pouvez publier. C'est triste, mais c'est comme ça. Pourquoi? Ça, ce serait encore une question à se poser, effectivement. Quant à l'image de l'Europe, alors effectivement, l'Europe ne sait pas se vendre et ne dit pas ce qu'elle a fait. Et surtout, nos politiques, quand quelque chose est bien, c'est grâce à eux. Et quand quelque chose ne va pas, c'est de la faute de l'Europe. Et c'est quand même comme ça que c'est présenté, mais très régulièrement. Comment voulez-vous que les gens, et les jeunes en particulier, aient une opinion favorable? C'est quand même un petit peu gênant. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Frédéric, vous voulez répondre? Rebondir sur cette remarque? Je ne le vois pas, donc... Voilà. Je suis désolé, j'ai assez mal entendu ce que disait l'intervenante. J'ai cru comprendre que c'était un problème de presse locale, c'est cela? Aussi. Ils ne relayaient pas les informations? Oui. Oui. Oui, alors ça c'est effectivement c'est quelque chose qu'on rencontre nous aussi, et pourtant on prépare des communiqués de presse quand on fait quelque chose. On livre donc la marchandise prête à l'emploi, mais néanmoins elle n'est pas relayée. On se demande pourquoi. Bon, bah, c'est un fait. Alors heureusement, je dirais que maintenant il y a les réseaux sociaux, on en parlait un peu, qui permettent de contourner la presse, parce que la presse n'est plus l'unique moyen d'information. Alors les réseaux sociaux, c'est très bien, c'est comme la langue d'Ésope, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. La meilleure des choses, ça permet de communiquer sans passer par le filtre de médias qui ne prennent pas l'information. La pire des choses, c'est qu'on y voit des horreurs et des absurdités se promener à longueur de posts, etc. Donc, mais c'est un fait, nous, dont on a pris conscience, c'est l'importance des réseaux sociaux. On peut en penser ce que l'on veut, il faut être présent sur les différents réseaux sociaux et alimenter, je dirais, le débat. Alors moi, je voudrais ajouter quelque chose, parce que on a dit les médias ne font peut-être pas tout à fait leur boulot, les officiels ne relayent pas suffisamment ce que l'Europe finance. J'ajouterais qu'en ce moment, nous avons un gouvernement qui est, d'après ce qu'il nous dit, pro-européen. Macron se présente comme un pro-européen. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédération française des maisons de l'Europe et les maisons de l'Europe sont des associations sans but lucratif, qui ne vivent que de subventions publiques et de cotisations de leurs membres. Et une des subventions, ce n'est pas la seule, c'est celle du ministère des Affaires européennes, enfin, c'est un secrétariat maintenant. En pleine période d'inflation des coûts, nous avons appris que nos subventions seraient baissées. Ce qui est un peu curieux de la part d'un gouvernement qui se dit pro-européen, et compte tenu du travail que l'on fait d'éducation populaire sur le terrain, on va être mis au pain sec et à l'eau. Alors comme par ailleurs les collectivités locales sont exactement dans la même démarche, il y a certaines maisons de l'Europe qui sont mises en très grande difficulté parce que on ne peut pas travailler qu'uniquement avec l'enthousiasme des bénévoles. Il faut quand même un petit peu d'argent pour faire les choses. Et les deux grandes sources de financement public, donc les collectivités territoriales et l'État, restreignent leur participation. Et ça, c'est quelque chose de très inquiétant. Alors, je vais peut-être faire un petit peu de provocation, mais tout à l'heure, Benjamin nous a dit que son budget avait été multiplié par 2. C'est peut-être là que l'argent est allé. Et si l'argent est allé là, c'est peut-être qu'ils sont plus efficaces que les maisons de l'Europe.
Oui, alors on utilise, bien sûr qu'on participe aux appels à projets, bien évidemment. Bon, encore un appel à projet, faut-il être retenu, hein, ce qui est, quand par exemple une maison de l'Europe avec des salariés participe à un appel à projet de la Commission européenne, elle sait faire, elle a de grandes chances d'être retenue. Quand il s'agit d'une petite maison de l'Europe avec quelques bénévoles plein d'enthousiasme, qui doivent monter un dossier d'appel à projet auprès de la Commission européenne, eh bien, je peux vous assurer que c'est un défi difficile à surmonter. Hein. Voilà. Non, mais, par contre, je dois le signaler, je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est... Le Fonds citoyen franco-allemand a l'avantage, lui, d'avoir une procédure extrêmement légère et d'être très réactif. Et ça, je voulais le noter parce que ça détonne dans le paysage des financeurs européens. Non, Frédéric, ce que je disais, c'est que certaines maisons de l'Europe, il y en a 37, moi j'en connais qui sont extrêmement efficaces, qui font énormément de choses, et puis j'en connais d'autres, je ne voudrais pas en citer en particulier, mais peut-être Madame en parlait tout à l'heure avec cet appartement, ces bureaux pleins de cartons non déballés, il y a quand même des maisons de l'Europe où ça sent la poussière. Oui, il y a des maisons de l'Europe qui sont en grande difficulté parce qu'une maison de l'Europe, c'est quoi? C'est une alchimie avec des bénévoles qui sont prêts à s'investir et puis des collectivités territoriales qui sont prêtes à les soutenir. Quand l'une des deux béquilles manque, eh bien, la maison de l'Europe disparaît. On a vu disparaître une maison de l'Europe là, encore récemment, parce que là, c'était la béquille du financement public, et au bout d'un certain temps, les bénévoles s'épuisent, ils n'en peuvent plus. En plus, on a un problème de vieillissement des bénévoles. Ça, c'est propre c'est pas spécialement pour les maisons de l'Europe, c'est tout le mouvement associatif. Et donc, il y a des maisons de l'Europe qui, effectivement, rentrent maintenant dans un état végétatif parce que il n'y a plus assez de bénévoles pour les faire fonctionner, il n'y a pas de renouvellement de génération et il n'y a plus de soutien des collectivités territoriales. Alors, ce n'est pas la majorité, heureusement, mais il y en a quelques-unes, effectivement. Et laquelle a disparu, dont vous parliez, que vous évoquiez? Pardon? C'est à quel endroit, celle qui a disparu? Par exemple, on a la maison de l'Europe de Niort a disparu tout récemment. D'accord. Voilà. La maison de l'Europe de Niort, il y a d'autres maisons de l'Europe qui sont en difficulté. En général, les maisons de l'Europe qui se portent bien, c'est les maisons de l'Europe qui ont pu décrocher le label Europe Direct, donc qui est un label accordé par la Commission européenne, et qui ont donc un financement pérenne pendant 5 ans. Elles peuvent donc avoir des salariés, et une maison de l'Europe qui a des salariés, ça change tout, parce que vous avez quelqu'un qui s'en occupe en permanence, qui acquiert une envergure, une connaissance des dossiers qui est très précieuse. Il y a des services civiques maintenant. Pardon? Il y a des services civiques qui travaillent dans certaines... Ah oui, alors on a heureusement des volontaires européens, des services civiques. Alors les volontaires européens, c'est une occasion d'en parler, parce que ça c'est une excellente occasion de faire des citoyens européens. On en reçoit et on en envoie. Donc moi je vois bien ce qu'on reçoit. On reçoit des volontaires d'ailleurs. On parlait tout à l'heure de la Grande Europe. Moi personnellement je suis à la Maison de l'Europe de Nîmes en ce moment. On a dans le même appartement, puisque nous on fournit l'appartement, et on a une volontaire russe et une volontaire ukrainienne qui partagent le même appartement. Vous voyez, c'est quand même, hein, c'est amusant. Alors, les volontaires, c'est quelque chose de... les volontaires du Corps européen de solidarité, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Ces jeunes viennent pendant 6 à 12 mois. Hein, ils sont entre 18 et 30 ans. Et ils s'investissent effectivement dans une structure associative. Alors, il y en a qui viennent, par exemple, dans nos maisons de l'Europe. Mais nous également, on en reçoit pour compte d'autres structures, et notamment les lycées. On a, par exemple, je prends l'exemple de la Maison de l'Europe de Nîmes, parce que c'est celle que, évidemment, je connais le mieux. On a des volontaires européens qui travaillent dans les lycées de l'agglomération de Nîmes comme assistants de langue. Et nous leur fournissons, je dirais, le gîte et le couvert, sous financement, évidemment, de l'Europe. Et ça vous forme une génération qui est extraordinaire, parce qu'on les réunit entre eux après, et ça forme une communauté tout à fait intéressante, multilingue. D'ailleurs, je suis toujours admiratif devant le fait que tous ces jeunes possèdent plusieurs langues, alors que nous, l'ancienne génération, on a du mal à amener quelques mots d'anglais. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Là, on construit une Europe concrète
de futurs citoyens européens. Benjamin, j'ai vu votre main se lever et après Alphonse. Alors malheureusement, désolé si vous entendez du bruit, mais je suis dans les bureaux du Fonds citoyen et il y a la femme de ménage qui est là. Le problème de travailler le week-end du bureau. Donc si vous m'entendez, c'est parfait. Je voulais juste aussi me joindre à ce que dit M. Bourquin. Alors il y a aussi les maisons, c'est pas la même nature d'organisation entre les maisons de l'Europe et le Fonds citoyen. Nous, on a des contributions gouvernementales, on est issu d'un traité de coopération, donc c'est normal qu'il y ait aussi une attention toute particulière à la possibilité du financement et au financement du Fonds citoyen. Tandis que les maisons d'Europe, M. Bourquin l'a très bien expliqué, ce sont avant tout des organisations associatives. Il n'y a qu'une exception, mais normalement, ce sont des associations, donc on ne peut pas attendre la même chose dans l'engagement et dans la mise à disposition de moyens, puisque c'est aussi financé de façon différenciée, selon les maisons d'Europe et leurs particularités. Donc, il ne faut pas non plus jouer un peu la concurrence et dire que voilà, le Fonds citoyen a un doublement de budget, donc soit c'est parce qu'il travaille mieux, soit c'est parce que c'est mérité ou immérité. Le doublement budgétaire, c'est aussi un excellent signe en fait on va dire de l'État. C'est un très bon signal de la vitalité de la société civile. C'est ça ce que je veux dire. C'est que nous, si on a un doublement budgétaire, c'est pas pour nous faire plaisir. C'est juste parce que en fait, les politiques ont vu qu'il y avait une impétence de la part des citoyens et des citoyennes en France et en Allemagne qui, en fait, venaient déposer énormément de projets citoyens au Fonds citoyen franco-allemand. C'est juste pour ça. Et on a été tous surpris par le nombre de demandes, le nombre de projets, par les thèmes qui y sont abordés. Enfin, voilà, on a vu qu'il y a eu un déblocage via ce dispositif qui peut-être en fait est tout simplement moderne et correspond aux besoins, à certains besoins qui existent dans le tissu associatif et dans toutes ces questions qui concernent qui touchent la vie démocratique en France et en Allemagne. Petite parenthèse, bon, le fonds a été créé au moment du traité d'Aix-la-Chapelle. Juste après, il y a eu le traité du Quirinal qui a été signé. Ça existe avec l'Italie? Il y a l'équivalent de fonds Non, non, c'est vraiment une particularité franco-allemande et c'est dans la continuité de ce qui a été créé et fait entre la France et l'Allemagne avec la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Hein. Donc c'est vraiment l'aboutissement d'une coopération qui date de bientôt 60 ans, l'an prochain. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans les relations internationales entre l'Allemagne et la Pologne, entre la France et l'Angleterre, qui viennent nous voir en nous disant mais c'est ce qu'il nous faut en fait. Il nous faut ce genre de dispositif bilatéral. Je pense que c'est aussi peut-être quelque chose d'intéressant, qui serait intéressant au niveau européen. Alors certes, il y a Erasmus+, avec des financements énormissimes, avec un budget qui représente des milliards d'euros. Mais ce qu'on voit, c'est que ces dispositifs qui existent, ils sont beaucoup moins accessibles. Ça a été aussi décrit par M. Bourquin. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie expertise pour déposer des dossiers. Et généralement, ils sont traités au niveau de Bruxelles. C'est des grosses sommes qui sont distribuées. Et donc, ça profite, on va dire, à moins d'organisations, alors que nous, on a exactement la démarche inverse. On essaie de profiter au plus, ce sont des petites sommes, mais c'est aussi parce qu'on essaie de se mettre au niveau des organisations et des citoyens, à être présents, à les conseiller. On a des référents régionaux en France et en Allemagne. On est là aussi comme partenaire. En fait, c'est très important pour nous. On est citoyens non pas seulement dans le nom et dans les objectifs, mais aussi dans la façon dont nous-mêmes on se perçoit et on veut être perçu par les personnes. Alors, Alphonse, puis ensuite peut-être Christian, après Madame. Allez-y. Okay. Je voulais souligner une idée qui était formulée dans le titre de notre colloque, une approche franco-allemande et intergénérationnelle. Et je crois que le deuxième mot, intergénérationnel, c'est un peu ce qui nous a occupé tout à l'heure, parce que je pense que la question des médias est une question qui sépare les générations.
Je le vois avec mes enfants, et avec mes élèves, quand je demande en classe quel journal avez-vous à la maison, et la réponse la plus souvent c'est aucune. Pas de journal, rien. Pas de journal papier, mais peut-être qu'ils ont des... Non, non, les jeunes, pas de journal, ni sur le mobile, ni sur pas journal papier. Mais ils ont quel âge? Vos élèves ont quel âge? Entre 10 ans et 18 ans. Je pourrais faire un sondage ici, si entre 10 et 15 ans, avions-nous un journal sur notre bureau? Non, pas à la maison, mais est-ce qu'on pas disait... un journal personnel, mais au moins à la maison. C'est-à-dire c'est aussi la question de leurs parents, mais leurs parents, c'est, je ne sais pas, 30, 40 ans, c'est-à-dire la scission entre les générations est déjà là. Quand on voit le public ici, je suis content qu'il y a tellement de gens, mais le nombre de jeunes est assez réduit. Pour moi, ça veut dire, est-ce qu'il ne faut pas élargir la question qu'on a posée tout à l'heure pour l'école? L'école doit changer complètement son enseignement. Est-ce que nous aussi, dans le milieu associatif, on ne doit pas aussi changer complètement nos habitudes pour avoir les jeunes et pour toucher, pour leur transporter ce qui nous est cher, ce que nous croyons que c'est important. Et pour moi, 2 points de départ, c'est un peu ce qu'a dit M. Bourquin. Le volontariat, c'est quelque chose qui marche très bien chez les jeunes, d'après mon idée. Et aussi les études ou même les passages apprentis à l'étranger, c'est très important. Il y a des études qui prouvent très bien que c'est un passage énormément, avec une importance énorme. Et c'est pourquoi je me demande, est-ce qu'il ne faut pas relier tout ça, c'est-à-dire inviter des jeunes volontaires dans nos classes, inviter des jeunes étudiants étrangers à notre université à côté, dans nos classes pour leur faire vivre en réalité ce qui se fait. Ce n'est pas la solution absolue, mais ça peut être une petite branche qui améliore les échanges, qui fait ça, intègre ça au quotidien, parce que si l'Europe est toujours l'extraordinaire, c'est pas la réalité, ça correspond pas. Il faut que, ce que vous avez dit, il faut un public européen, mais aussi à la base, pas seulement à Bruxelles, dans les bureaux des journalistes, aussi chez nous, qu'on discute les questions, pas seulement entre Allemands, mais aussi avec d'autres personnes, avec d'autres visions, etc. Moi, j'enseigne dans une classe de réfugiés, et je leur dis souvent, vous avez des connaissances que je vais plus avoir dans ma vie. Je ne connais pas l'arabe, je ne connais pas les chinois, je ne connais pas les coréens, etc. Et vous avez toute une pensée qui est derrière, langue et culture, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et c'est une richesse. Et notre société, elle n'est pas du tout prête à profiter de ça. Probablement sur un plan économique, oui, un jour ils peuvent bien vendre nos marchandises en Corée du Sud, etc. Mais c'est pas la vie qui compte. Ok, dans le bilan économique, oui, mais dans la vie, c'est toute la pensée, le savoir sur la vie et la mort, etc., qui est quand même important. Et là, je crois qu'il faut complètement changer. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, dans ce colloque et dans d'autres institutions, avoir des lieux de discussion et de permettre à plus de personnes de s'échanger sur ces questions-là? Bonne idée. Oui, mais j'aimerais bien que Christian réagisse sur Erasmus et la complexité et la décision et le lieu de décision. Je vais aller très vite. Il y a 3 actions clés dans Erasmus. L'action clé 1, ça concerne les mobilités. L'action clé 2, ça concerne les partenariats. Et l'action clé 3, ça concerne les grands projets, en particulier les Jean Monnet.
tout ce qui est action clé 1 et 2 est traité au niveau national, par les agences nationales. C'est l'immense majorité des projets qui sont traités au niveau des agences nationales. Seules les actions clé 3, les Jean Monnet, sont traitées directement par la Commission à Bruxelles. Voilà. C'était une petite rectification. J'en profite pour rebondir d'une phrase sur ce que disait Alphonse et qui me semble fondamentale. On fait le même constat. Il y a beaucoup de cheveux blancs dans cette salle. Ça signifie très clairement que, même si on sort de cette salle, on fera le même constat, que le monde associatif doit totalement évoluer. On ne peut plus fonctionner sur les modèles qui étaient ceux, je vais dire, d'avant le XXIe siècle. Parce qu'on se rend compte que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine sportif ou autre, on a une perte de génération assez radicale et qui nous menace, et qui menace le milieu associatif. Et que donc il faut, alors je n'ai pas la solution, bien évidemment, mais il faut réinventer totalement notre mode de fonctionnement en milieu associatif. Je fais une parenthèse avec la Maison de l'Europe. Moi, je suis proche d'une Maison de l'Europe du Sud-Ouest qui fait beaucoup de choses, qui propose beaucoup de choses et qui touche chaque année de moins en moins de personnes. Et pourtant, il y a tout ce qu'il faut. Tout. Un emplacement idéal, un centre relais, Europe Direct, tout. Et pourtant, pas de succès. Donc, probablement qu'il faut là aussi se réinventer. Alors, oui, je vais vous laisser la parole, madame, et prenez le micro. Mais je voudrais quand même tempérer sur le pessimisme que vous dégagez sur les associations. Il faut juste... Enfin bon, moi, je gère 4 associations et j'ai géré pendant très longtemps une association qui faisait la collecte alimentaire pour la banque alimentaire. Eh bien, nous avions beaucoup de jeunes bénévoles pour faire ça, et nous en avons toujours autant. Simplement, il faut savoir vous vous souvenez quand même quand vous avez été parent et qu'en même temps vous travaillez. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans votre vie, vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Donc moi, quand j'organise des colloques, je vois beaucoup d'étudiants qui viennent parce que ça les nourrit, et beaucoup de cheveux blancs, entre les deux personnes. Et même moi, quand j'avais mes 3 enfants et que je travaillais à France Télévisions, il n'était pas question que je m'occupe d'une association, que je participe, même à l'association de parents d'élèves. Il faut juste se souvenir de ça et voilà, tempérer un peu le pessimisme. C'est ce que je voulais dire. Madame. Oui, j'ai trouvé tous ces thèmes là sur cette table ronde incroyablement intéressants, passionnants, et j'ai l'impression qu'on a besoin pour chaque thème de beaucoup de temps. Quand je pense au jumelage, le jumelage, ça fait 50 ans que ma petite ville de Camaret est jumelée avec Saint-Ives, avec Buzoum, avec Ericeira au Portugal qui a fait des approches, et c'est très vivant. Et à chaque fois, on y va en délégation, à chaque fois, on est présenté devant ces petites villes qui se présentent en communauté de communes, c'est-à-dire en groupe, qui nous proposent des projets. Nous, on arrive représentants du comité de jumelage, et à chaque fois, je me dis, nous ne sommes pas les bonnes personnes. La mairie nous envoie la 2e ou la 3e garniture, c'est-à-dire on est juste un peu en touriste à se faire inviter. C'est spectaculaire. Ils nous offrent des portes qui sont culturelles comme des portes qui sont industrielles ou commerciales, mais nous ne sommes pas les personnes qui mettent en ces projets-là ou ces approches-là qui leur donnent un avenir. Après, on est comme tout le monde à avoir des cheveux grisonnants, et je me demande si le terme communauté de jumelage est encore approprié. À Camaret, on a une autre association qui s'appelle le Club Léo Lagrange, qui travaille exclusivement franco-allemand depuis plus de 50 ans, qui est maintenant complètement maraude, qui prend le risque de disparaître alors qu'il représente exactement ce dont on parle. Pareil, le Club Léo Lagrange, je ne pense pas du tout que ce soit un nom qui soit porteur. Je ne sais même pas s'il y a des personnes qui savent qui est Léo Lagrange. Et ensuite, quand j'ai été à cette conférence sur la Convention sur l'Europe,
j'ai entendu pour la première fois parler des maisons de l'Europe. Et je me suis dit, ah, ça pourrait être un thème porteur. Et tout à l'heure, madame, vous avez dit c'est poussiéreux. Et non, j'ai pas dit que c'était poussiéreux, j'ai dit que certaines étaient poussiéreuses. Parce que je peux vous en donner, y compris à Nîmes, d'ailleurs, mais à Nantes, à Paris, il y en a, à Rennes, il y a vraiment des maisons de l'Europe où ça fourmille. Hein. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, pour moi, ça pourrait être un thème porteur, ça pourrait être un nom porteur. Parce que je pense que comité de jumelage, c'était incroyable. Parce que quand j'ai participé à comment vous appelez ça, l'OFAGE, c'est-à-dire que le contrat a été signé en 63. En 69, je suis venue en Allemagne. Je suis restée 45 ans en Allemagne, donc je suis vraiment un produit de ce contrat-là. Et je me rappelle que quand j'étais en Allemagne, il y avait les comités de jumelage qui avaient une vivacité absolument fulgurante. C'était le tennis, c'était le football, toutes ces associations étaient en communion avec des associations également en France. Et ce n'était pas une question d'âge, tout le monde y participait. C'était des bus entiers qui allaient, il y avait des échanges comme ça, c'était d'une vivacité tellement incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un nom porteur, ils avaient la paix. Ils avaient ce nom-là qui était la paix. Et aussi, cette convention qui a eu lieu avant le commencement de la guerre à l'Ukraine, on a essayé de chercher un nom porteur. Et il y a quelqu'un qui a dit « Oh, attention, il ne faut quand même pas oublier que la paix, c'est ça le plus important. » À l'époque, on ne savait pas les conséquences que ça allait avoir. Mais on avait réfléchi à trouver quelque chose qui soit porteur. On n'avait pas trouvé. Et je pense que la paix, ça est devenu le thème principal maintenant. Mais à côté, pour que nos jeunes viennent, et il y en a des jeunes qui viennent, je vois dans notre coin où on est, il y a des familles allemandes qui viennent s'installer par exemple en Bretagne. Il y a des jeunes Ukrainiens naturellement qui sont là aussi. Il y a des jeunes Polonais qui viennent aussi. Et je pense que comité de jumelage comme Club Léo Lagrange, c'est poussiéreux maintenant. Et qu'il faudrait trouver quelque chose qui soit porteur. Dans mon esprit, Maison de l'Europe, c'était porteur. Mais il semble que ça ne soit pas tout à fait le cas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Peut-être. Oui, je sais, je vous ai compris. Oui. Alors, peut-être une réponse sur le nom de ces messieurs, sur veulent-ils abandonner leur nom? Madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y a pas de poussière. Bon, peut-être, comme dans les maisons de l'Europe, peut-être il y a une ou deux. Oui, là on fait le ménage. Mais il y a 2200 jumelages franco-allemands. C'est possible que, c'est même sûr que beaucoup ne marchent plus très bien, mais comme vous constatez chez vous, ça marche. Et s'il n'y a plus de thème, vous contactez le référent régional du Fonds citoyen. C'est pas ça le problème, monsieur. Non. On a les thèmes. Vous avez des thèmes, donc c'est bien. Mais avec ça, vous avez le micro. Mais vous avez des thèmes, mais aussi des financements. Oui, les financements. Notre club de jumelage se porte très bien. Le club Léo Lagrange, par exemple, là, c'est un véritable problème. Parce qu'ils ont des classes franco-allemandes, ils ont des classes européennes, mais c'est une bâtisse qui est très belle et qui est complètement maraude, et ils n'ont pas la possibilité de se renouveler. Et je suis venue là, à vrai dire, avec un grand espoir, avec M. Kurk, naturellement, comme avec vous, M. Hunt, de savoir comment profiter. Ce ne sont pas des nouveaux projets. Ce sont des projets qui durent déjà depuis 50 ans, mais qui se sont épuisés. Et maintenant, comment leur donner ce renouveau-là, s'ils n'ont pas d'aide financière? Alors moi, je partage assez votre point de vue aussi. La poussière, on en a tous dans le monde associatif. Ça devient compliqué de faire bouger pour trouver de nouveaux bénévoles, mais pas simplement dans les comités de jumelage, dans le monde sportif, dans le monde culturel, dans différentes associations. Moi, je suis dans pas mal d'assauts aussi, c'est la même problématique, et il nous manque effectivement une génération.
Au niveau franco-allemand, il y a plein d'outils. Enfin, l'OFAGE, moi j'en ai bénéficié pas mal quand j'étais jeune aussi. Aujourd'hui, c'est méconnu par beaucoup de gens. Le Fonds citoyen européen, j'en ai fait la connaissance, moi, grâce à Plouguerneau. Il n'y a eu aucune communication là-dessus quasiment dans les instances de jumelage, en dehors très peu. Comment en visio. Ah oui, mais on ne savait pas qui c'était ni quoi que ce soit, donc voilà, on ne s'est pas accroché à cette affaire-là vraiment. Et c'est le cas de pas mal de. On a vu des réalisations concrètes qui se sont faites chez vous. Sur le collectif du Nord Finistère. Oui, c'est ça. On vous a invité sur le collectif du Nord Finistère. Et c'est là que je l'ai découvert, pas autrement. Pas autrement, c'est quelque chose. C'était bien, ça fait longtemps, ça fait 2 ans. Hein, donc, oui, 2 ans, il ne s'est pas passé grand-chose avec le Covid. En fait, beaucoup de choses étaient. C'était au début, donc vous l'avez découvert, non? Parce qu'il n'existe pas depuis plus longtemps. Oui, ça fait 3 ans, j'ai bien compris, mais pour autant, je pense qu'on est un peu l'exception. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout, qui ne sont pas dans des collectifs. Il y a encore du travail à faire. Il y a plein de gens. Oui, il y a de la communication à faire du côté du Fonds citoyen, parce que ce n'est pas les comités de jumelage qu'il faut toucher, c'est des groupes de citoyens, comme on l'a dit, qui ont des initiatives. Et je pense que le renouveau viendra par des thèmes comme l'écologie auprès des jeunes, par des choses qui les branchent, comme ils disent aujourd'hui. Et ce n'est pas avec des colloques ou des interventions, etc., qu'on va recruter du monde. Alors, on va d'abord écouter Monsieur Bourquin et après Benjamin Kurk. Frédéric Bourquin, en ce qui concerne l'engagement des jeunes, les jeunes sont prêts à s'engager. Ils sont prêts à s'engager, mais il faut bien voir qu'ils sont dans une civilisation du zapping. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à s'engager ponctuellement pour une cause bien identifiée. Et là, ils sont prêts à descendre dans la rue. On l'a vu notamment dans la manifestation pour le climat. Par contre, l'engagement associatif, qui est un engagement plutôt sur la durée et sur un sujet plus global, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui leur convient, parce que c'est trop contraignant, parce que les jeunes, effectivement, ils ont des tas de problèmes à résoudre, ils ont des problèmes que nous n'avions pas dans notre jeunesse, hein. C'est difficile d'être jeune en ce moment, et c'est difficile de les intéresser durablement à une cause et de les embrigader durablement. Par contre, sur des choses très ponctuelles, ils sont capables de se mobiliser. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et on le voit justement au travers des volontaires européens, puisque le principe même du volontariat européen, c'est de s'engager pour quelque chose pendant 6 à 12 mois. Voilà. Et puis, comme la tendance était plutôt au pessimisme, moi, je voudrais faire preuve d'un petit peu d'optimisme. Alors, peut-être que j'ai tort, hein, mais quand on regarde l'histoire, combien de temps on a mis pour construire la France? On a mis plus de 1000 ans, même plus, 1800 ans, si on considère que 1789 c'est un point important. Combien de temps les États-Unis ont mis de temps à se constituer? Il y a encore beaucoup de gens aux États-Unis qui se considèrent avant tout comme texans ou californiens avant même d'être états-uniens. Donc la construction de l'Europe, c'est une œuvre tellement énorme, tellement gigantesque à l'échelle de l'histoire que, depuis 1950, on n'a fait qu'un tout petit bout du chemin. Hein, il ne faut pas espérer, 70 ans après, avoir tout fait et résolu tous les problèmes. Moi, je pense que dès lors que la mécanique est lancée, le mouvement est lancé, eh bien, peut-être que dans 100 ans, 200 ans, on aura enfin une structure qui fonctionne et qui éveille un patriotisme. Mais au bout de 70 ans, c'est peut-être ambitieux d'en arriver là. Les nations sont encore là. Hein. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de les faire disparaître, il s'agit plutôt de faire vivre le concept de nation avec le concept de fédération. Ce que savent bien faire finalement les Allemands. Hein. On peut être bavarois et allemand. En Europe, on a encore un peu de mal à être français et en même temps européen. Mais ça viendra. Je suis persuadé que ça viendra. Mais c'est peut-être un optimisme béat, j'en sais rien. Benjamin quoi? Oui. Alors, je réagis. Hein. Le Fonds citoyen, ça existe depuis 2 ans. Donc, c'est déjà pas mal que vous ayez une fois l'information dessus. C'est même extraordinaire. On n'a pas la prétention à révolutionner du jour au lendemain les relations franco-allemandes, etc. Je l'ai dit, nous, on a un impact sur le terrain.
Et en fait, l'information, elle est diffusée aussi par les acteurs qui se saisissent du Fonds citoyen. Alors, il y a beaucoup de jumelages, mais notre objectif aussi, c'est d'avoir un impact sur la société civile et donc d'élargir la sphère franco-allemande à des personnes qui ne sont pas touchées directement ou qui ne se sentent pas touchées directement par les relations franco-allemandes. Et ça fonctionne. Enfin, je vous ai donné des chiffres, hein, que pendant la pandémie, malgré la pandémie, on a eu quand même une centaine de projets par rapport aux autres organisations internationales de mobilité, même comme l'OFAGE. On était les seuls à avoir des projets qui rentraient, avec une dynamique constante. On voit énormément de projets qui sont déposés en lien avec des organisations qui n'ont dans leur raison d'être, qui n'ont pas la relation franco-allemande et qui sont des associations locales sur l'écologie, sur des choses comme ça. Donc je suis tout à fait d'accord aussi avec vous pour dire qu'il faut, intégrer des organisations, des associations qui font des choses sur des thèmes divers et qui n'ont pas pour objet la relation franco-allemande. C'est que comme ça qu'on arrivera aussi à élargir le public franco-allemand ou européen à cette cause commune. Donc c'est aussi pour réagir à l'intervenante qui a dit voilà, ça fait 50 ans qu'on fait les choses, etc. Et bon, on n'y arrive plus. Bah, c'est aussi parce que les formats ont évolué. Les formats ont évolué. Il y a des formats qui appellent à être changés. On ne peut pas faire la même chose aussi pendant 50 ans, même s'il y a des très bonnes idées. C'est une évolution qui est tout à fait aussi naturelle, de la même manière que les jeunes s'engagent différemment. Monsieur Bourquin l'a rappelé très justement, et c'est aussi le cas pour moi, ma génération. C'est que la mobilité de la jeunesse actuellement, elle est extrêmement importante, elle est aussi extrêmement valorisée et même nécessaire. C'est-à-dire qu'à partir de 18-19 ans, il est très rare que quelqu'un reste dans sa ville ou dans son village, s'il fait des études, même s'il fait un apprentissage, il est souvent appelé à déménager dans une autre ville, une autre ville de France ou je ne sais quoi. Donc forcément, ça a un impact sur cette mobilisation où on n'est plus sur place, où on bouge beaucoup. Et c'est vrai que les thèmes sont extrêmement importants, que la mobilisation, elle se fait aussi sur les thèmes qui sont proposés. Donc c'est des choses qui évoluent. À voir. Je ne pense pas qu'il faut être pessimiste en disant que bon, tout se casse la figure, rien ne va plus. On est aussi dans des évolutions structurelles. Et c'est normal qu'on se pose cette question parce que des organisations telles que les nôtres ou des associations telles que les jumelages qui ont été créées dans un certain contexte, le contexte d'après-guerre, répondaient à une nécessité de l'après-guerre qui correspondait notamment à la réconciliation. Aller en bus en Allemagne, c'était encore une autre histoire par rapport à aujourd'hui où il est très facile disons que pour certaines personnes, très facile de dépasser les frontières, de se déplacer, d'aller en vacances autre part lorsqu'on a les moyens, ou même avec les low cost. Donc ce sont des évolutions, mais je pense qu'actuellement, on en change de paradigme, et lorsqu'on parle de la relation franco-allemande ou de l'Europe, on se retrouve dans une nouvelle phase, et dans une phase qui non plus seulement de la coopération politique, mais qui se place au niveau du projet de société qu'on a en commun. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, qu'est-ce qu'on doit être, qu'est-ce qu'on doit devenir, et on est en plein dedans avec tous les problèmes aussi globaux qui se posent aussi bien en France, aussi bien qu'en Allemagne, en sachant, ou en Europe, en sachant qu'on ne peut pas les résoudre tout seul. Pascal, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, simplement rappeler qu'on est toujours en 2022 dans l'année européenne de la jeunesse. Moi, je suis très sensible à ce que j'ai entendu de part et d'autre. Je crois que chez les jeunes, il y a encore cette volonté d'engagement européen. On voit bien que le corps européen de solidarité qui permet à des jeunes en France d'aller à l'étranger s'occuper d'exclusion sociale, d'accueil des migrants, c'est quelque chose qui fonctionne. Ce que je voulais dire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas tout à fait terminé quand je parlais des rites, je disais qu'aujourd'hui les jeunes, et c'est le rôle des politiques, c'est qu'on leur propose un nouveau récit européen dans lequel ils puissent se reconnaître, s'identifier. Moi, le récit européen que j'ai reçu de mes parents il y a quelques années, et je suis un enfant du franco-allemand, je suis né à Strasbourg, sur De Gaulle Adenauer,
bon, l'Europe de papa, de grand-papa, la paix, la prospérité, c'est un récit qui s'est épuisé quand même au fil des ans. D'abord, la prospérité, elle n'est plus là, et puis la paix, vous avez vu comme moi, hein, comme disait Emmanuel Macron, c'est le retour des passions tristes et d'une Europe qui se déchire. Donc il faut qu'on arrive à trouver effectivement un nouveau récit européen qui intègre justement ces générations. Et malheureusement, ce n'est pas uniquement les conventions citoyennes proposées au niveau européen qui ne sont pas suffisamment pris en compte par les dirigeants politiques. Vous savez, ces dirigeants politiques européens, quand ils ont vu à l'horizon d'un mois, ils ont vu le bout du monde. Donc, effectivement, on a lancé une convention européenne. Mais dans les sommets européens, on parle d'autre chose. Et dans les sommets européens, dans cet espace public européen dont je vous parlais, on recloisonne les choses. Je vais vous donner un dernier exemple. Vous savez, donc, un sommet européen, un conseil européen, ils arrivent à 17h, et puis ça dure une partie de la nuit. J'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi. Pour trouver des solutions un peu lucides, il fallait terminer à 4h du matin. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça peut durer... Si, ça épuise l'ennemi. Voilà, ça épuise l'ennemi. Donc il faut tenir au finish. Et puis au bout d'une nuit, de 2 nuits, il y a des conférences de presse. À Bruxelles, puisque maintenant toutes ces confs ont lieu à Bruxelles, tous ces sommets européens, conférences de presse de 27 leaders nationaux qui vont faire tous leurs conférences de presse au même moment. Donc, vous avez beau avoir les écrans, le don d'ubiquité, par définition, le journaliste français, moi je parle allemand, je vais écouter le chancelier allemand, je vais écouter Emmanuel Macron, je n'aurai pas le temps d'aller écouter toutes les autres. Et cette idée est voulue de tenir des conférences de presse au même moment parce que ça permet aux chefs d'État européens qui parfois ont été mis en minorité sur tel ou tel sujet, de vendre à leur opinion nationale ce qu'ils ont réussi à glaner, à gagner. Je vais vous donner juste un exemple. On parle beaucoup en ce moment du plafonnement du prix du gaz. Il y a un superbe mécanisme qui a été donné aux Portugais et aux Espagnols qui permet de faire baisser le prix du gaz. On appelle ça le mécanisme ibérique. Bon, ils ont réussi. Au prétexte qu'ils sont complètement excentrés en Europe, coupés du reste de l'Europe. Ça fait des mois que la France essaye de convaincre ses partenaires de l'étendre au niveau européen. On n'y arrive pas. Il va y avoir encore un Conseil européen là, au mois de décembre. La France va revenir à la charge. Et à chaque fois, le président français et les ministres qui l'accompagnent sont contents parce que dans les conclusions des conseils, on a pu mettre 3 lignes en disant que ce mécanisme ibérique, à un moment donné, serait étudié, etc. Donc voilà, chaque dirigeant européen essaye de vendre dans un espace européen public de citoyens, d'échanges, de contacts, essaye de vendre de nouveau ses priorités nationales. Et tant qu'on aura cette espèce de hiatus, vous parliez, monsieur, de l'Europe d'en bas, dans l'Europe d'en haut, eh bien, ça ne marchera pas. On n'arrivera pas, effectivement, à s'identifier à ces enjeux européens. Je voudrais ajouter également, on n'a pas parlé des jeunes Européens qui appartiennent au mouvement européen et qui sont très, très, très actifs et qui font énormément de choses, qui ont un journal qui s'appelle Le Torillon. Souvent, d'ailleurs, le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef de ce journal devient journaliste en vrai, fait une école, etc. Et je pense que les maisons de l'Europe devraient faire appel à eux. On devrait plus faire appel aux jeunes Européens. Je suis sûre qu'il y en a ici, parce qu'ils sont hyper pushy, ils adorent ce qu'ils font. Parfois, après, ils font le collège de Bruges. D'ailleurs, votre député a fait le collège de Bruges. C'est quand même relativement rare pour le signaler. Et après, ça devient des Européens convaincus qui ensuite, voilà, par capillarité, avancent. Nous, ce qu'on a organisé aussi, je vais faire ma propre publicité, pour que les journalistes, l'association des journalistes européens a fait, avec le mouvement européen, il y a 2 ans, c'était juste avant le confinement, une lettre ouverte en disant que c'était inadmissible qu'à quelques
moi de la PFUE, on ne parle pas plus d'Europe dans les journaux. On a rencontré le patron du CSA, on a essayé de faire avancer les choses, et puis on s'est rendu compte qu'en réalité, si on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et malheureusement, notamment dans l'audiovisuel, il y a beaucoup d'ânes en ce qui concerne l'Europe. Donc on s'est dit, on va, avec quelques confrères et consoeurs, qui notamment travaillent dans l'audiovisuel, mais pas seulement, hein, il y en a une qui est porte-parole de RSF, on a créé une association qui s'appelle Trait d'Union et qui propose des masterclass autour de l'Europe à toutes les écoles de journalisme françaises et également suisses. Donc ça a marché, c'est incroyable. C'est-à-dire que l'année de la PFUE, on a eu toutes les écoles françaises et suisses à Neuchâtel. Là, c'est plus compliqué parce qu'il faut revenir à la charge alors qu'il n'y a plus d'actualité. Donc voilà. Mais jusqu'à présent, ça marche, on avance. Il y a eu aussi des assises européennes du journalisme à Bruxelles pour la première fois, qui ont été organisées il y a 8 jours à Bruxelles, qui réunissaient des tables rondes avec les journalistes des 27 États membres. Il y avait Cavada qui était président d'honneur. Il y a un mouvement chez les journalistes, français en tout cas, qui prend conscience qu'il faut impérativement parler d'Europe voilà, dans les journaux, sur les applis, parce qu'on a énormément de journalistes qui ont créé des sites web ou des plateformes ou des podcasts que les jeunes regardent, hein, puisque ça leur est vraiment destiné. Donc il y a des avancées énormes en ce moment. Mais comme disait Frédéric, Rome ne s'est pas fait en un jour, hein, il faut y aller doucement. Ça nécessite aussi beaucoup de compétences hein, pour comprendre ce qui se passe à Bruxelles, hein, parce qu'on jongle quand même d'un sujet à un autre. Et puis en plus, l'Europe voit ses compétences élargies. Qui, avant le Covid, aurait imaginé que, l'Europe s'occupe de santé, c'était quand même du domaine régalien. 2, qu'il y ait des emprunts faits en commun, parce que les Allemands, ils n'étaient pas tellement d'accord, on va dire. Donc, qui aurait imaginé ça? Mais derrière, chez le journaliste, il faut de la compétence pour analyser ça. Donc, voilà, et pour premièrement, absorber la matière, et deuxièmement, la recracher de façon suffisamment simple pour que les Européens de base la comprennent, sans être simplistes. C'est compliqué, tout ça. Ça paraît facile, mais non, ça n'est pas du tout facile de parler d'Europe. Moi, je sais que quand je m'y suis mis en tant que journaliste économique, c'était au moment de l'euro. Après, j'ai mis 15 ans avant de posséder vraiment mon sujet. Et encore, je suis vraiment obligée tous les jours d'absorber, et Pascal fait la même chose, des tonnes d'informations sur des sujets aussi différents que la migration, la santé, le numérique, le cyberharcèlement. Enfin, l'énergie, la défense. C'est hallucinant tout ce qu'il faut intégrer. Donc c'est aussi ça qui est compliqué à faire passer dans la population. Et pour vous aussi, c'est aussi parce que la matière, c'est une pieuvre, cette matière. Et donc c'est très difficile de savoir... alors on peut tous faire l'arbre de Noël, Marie-Laure, mais il y a un moment, même en France, l'arbre de Noël, c'est compliqué. Parce que les écolos sont pas d'accord. Voilà, et les laïcs sont pas d'accord non plus. Donc tout ça, c'est... Eh bien, ce sera le mot de la fin.